vivre presque le mouvement en vrai aux enfants sans ce qui se passe mal, avec une impression de réussite pour celui qui projette et avec une sensation agréable de sécurité pour celui qui est OK. Donc pour moi, ce genre de schéma, c'est vraiment intéressant. C'est ce qu'on appelle l'aménagement de la situation ou l'aménagement du milieu, qui permet que, à force de la répétition des situations, etc., on s'approprie les choses par la sensation, par le faire. On sort du côté un peu analytique où, tu mets ton pied là, deux, tu tires avec ta main droite, avec ta main gauche, etc. Et puis à la fin, on arrive à faire un truc comme un robot, mais ça ressemble à tout sauf à une sensation du tout. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il me semble que de partir des caractéristiques des enfants, et ensuite, évidemment, d'avoir un programme de technique, et puis de réfléchir en termes d'environnement à construire ou à proposer pour une période de 2 années, 4 années. Ça me semble être plus réaliste, en tout cas. Et c'est pour ça que je te rejoins, d'ailleurs, Philippe. Je pense que l'enseignement a énormément progressé parce qu'il y a, je sais pas, une trentaine d'années, je ne saurais pas dire, la vision globale pédagogique était complètement différente. C'est montré magistralement. Quand on parlait il y a 30 ans, on reproduisait ce que faisait le professeur. Alors, si on avait un professeur technicien qui était élégant dans son mouvement, dans ses mouvements, dans ses techniques, on arrivait à avoir à peu près une forme de corps un peu comme si on avait quelqu'un qui était plutôt sur on était peut-être moins bon judoka. Je crois que le problème d'un professeur, c'est pas de reproduire ce qu'il sait faire, c'est de donner les moyens à l'autre de s'approprier ce qui lui manque pour arriver à construire quelque chose de personnel. Quand on fait l'enseignement, il faut faire judo dans la pédagogie. C'est la même chose que le principe du judo, mais dans la pédagogie. On l'a dit en préambule, l'enseignement a été par plusieurs d'entre nous, il faut s'adapter aux élèves, au public et aux difficultés qui sont au moment où c'est. Par exemple, moi j'ai des élèves le lundi soir qui sortent, ce soir, je disais une demi-heure après l'école. C'est ingérable. C'est ingérable. J'exagère, mais c'est très difficile, il faut faire une grosse dépense. J'ai les mêmes le samedi matin, mais il n'y a pas d'école le samedi matin. C'est un délice. Ce sont les mêmes élèves. Donc il faut s'adapter là encore au moment où on obtient les élèves. C'est tout ça, il faut leur donner le moyen de puiser ce dont ils ont besoin avec les gens que nous avons en face au moment où ils arrivent dans le club. Il me semble que juste la simple observation qui n'est pas négligeable, je ne veux pas que c'est un mauvais système, il faut peut-être ça aussi, mais il faut l'ouvrir plus, me semble. Donc une question subsidiaire, quand tu as des enfants qui sortent le mardi soir des cités et des samedis, est-ce que tu as des techniques d'échauffement qui changent, qui gèrent différemment en groupe et comment? La première technique d'échauffement que je fais le mardi, je les ai mis, ça va très vite. Je les amène chacun dans un taquet quelques minutes et on essaye de faire un petit moment de calme à l'intérieur de soi. Je mets même une petite musique très douce pour ne pas le temps. Ça peut être pour essayer de faire tomber un peu la pression qu'ils ont eue toute la journée. Je reviens quand même sur la remarque de Dominique, qui est une remarque qu'on entend assez régulièrement, comme quoi dans le judo japonais, on montre et on n'explique pas. Alors ça c'est vrai parfois, mais c'est une dérive et une erreur du jujitsu. Et Kano a écrit très clairement là-dessus. Et si tu relis sa conférence, notamment de 1889, il dit moi, quand j'ai fait le jujitsu, je posais la question. Pourquoi est-ce que ça marche? Et mon professeur me refaisait tomber. Et N fois je posais la question, et N fois on me faisait tomber, et à la fin on me disait mais pourquoi est-ce que tu poses la question? Et il dit le judo c'est pas ça. Le judo c'est formuler les choses. Et le judo ça doit aussi développer la capacité d'analyse et de reformulation et l'échange entre le professeur et l'élève. Et c'est pour ça qu'on a un mondo dans lequel on va pouvoir poser des questions et demander des explications. Et l'explication verbale, elle est pour Kano fondamentale. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faut pas travailler les capacités d'observation et de concentration. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'avais une autre question. Aujourd'hui, on a les matériels pédagogiques comme les échelles. Moi, j'ai introduit les échelles dans mon cours d'adulte. Et
Est-ce que vous pensez que ça ne peut pas être un truc intéressant pour les enfants de 6 à 9 ans, pour les faire des déplacements entre les barreaux, toutes ces choses-là, ça peut être des jeux, ça peut être ludique. Qu'est-ce que vous en pensez, ces choses-là? On rencontre des enfants qui ont été moins sollicités, donc qui sont un petit peu plus gauche. Et je dirais que comme il y a l'évolution pédagogique qui est là, on a des nouveaux outils qui ont été étudiés et qu'on puisse mettre en place. Après, à nous de les faire évoluer, ces outils. Moi, je sais que j'utilise beaucoup les échelles, j'utilise beaucoup les cônes, des bâtons, et mes échauffements, il n'y a jamais un échauffement d'une séance à l'autre qui est le même. Je tombe sur 3, 4, 5 échauffements. Je vais faire et on va revenir de temps en temps, on va reprendre. Des fois, ni plus ni moins, ils aiment bien. Des fois, je reviens à un échauffement classique, comme on faisait, on saute sur place, là, et voilà. Les différences. Parce que j'avais une éducation à l'ancienne avec Serge qui était là et qui était un dingue de technique. Donc très jeune, il montrait des choses très compliquées, infaisables. Mais en même temps, il y a un certain nombre de personnes qui ont réussi à les faire. Donc c'est l'extrême inverse, si tu veux. On a, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on pourrait se dire que si on donne 10 techniques comme ça, mais libre aux jeunes de piocher et de prendre celle qui lui parle, qui lui correspond, plutôt que de dire ça c'est trop compliqué donc je vais pas, etc. Je sais pas, j'ai pas de... Mais est-ce que dans ces notions techniques compliquées, est-ce qu'à la longue tu n'as pas reçu des petits trucs qui t'ont servi plus tard? Ah non, mais je les ai faits. Voilà, je les ai faits. Alors après, tu t'arrivais pas, mais après c'est dans l'enseignement. J'y arrivais pas, c'était con. Et après, à un moment donné, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a un déclic. Mais pour ça, est-ce que vous faites démontrer par d'autres élèves de manière systématique? Est-ce que c'est vous qui montrez? Est-ce que c'est des autres qui les montrent? Oui, les autres. C'est les élèves qui les montrent. Dans les cours de CPCE1, il y a des ados qui viennent m'aider depuis le début de l'année, régulièrement. Ils n'ont presque pas manqué. Et bien sûr, pour les valoriser, on les met en valeur. Et donc, une des mises en valeur possibles, c'est effectivement de faire des observer, de corriger, etc. Et l'intérêt d'avoir comme ça des assesseurs, en quelque sorte, c'est qu'on peut organiser des tapis un peu en atelier. Et donc, on peut faire sur un tapis 4 ateliers, sous la responsabilité d'un de ces adolescents, qui est le syndrome vert ou bleu. En ayant l'œil sur les 4, on peut détacher, on peut proposer des ateliers différents où chaque enfant peut choisir la technique qu'il a envie de. Dans un groupe de techniques, on propose par exemple 4 techniques différentes, et on lui dit qu'est-ce qui parle, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui parle. On s'adapte au langage de l'enfant, mais l'idée est là, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui parle. Et donc ils vont dans les ateliers, puis après on peut tenter de faire tourner les ateliers. Donc ta réponse, ça n'empêche pas qu'il faut montrer également, bien évidemment. Moi quand j'écoute le débat, j'ai l'impression qu'on dit aussi que, par exemple, trop enseigner de façon magistrale, structurée, avec des démonstrations, suivant un chemin peut-être un peu analytique, etc., ça peut être excessif, ça peut poser des problèmes. Par exemple, pas quelqu'un a dit, voilà, on enseigne X technique à chaque cours, etc., puis à la fin, quand on fait des passages de grade, on se rend compte que c'est pas terrible, quoi, parce que la production des enfants est pas terrible. À l'inverse, on a dit tout le contraire, que voilà, si c'est trop global, si il n'y a pas un minimum d'enseignement avec des activités structurées, avec voilà. Le rôle du prof, si par exemple il est trop dilettante, il fait des jeux, mais peut-être ces jeux n'ont pas de sens, ou c'est juste pour que le temps passe, je ne sais pas. Ou à l'inverse, s'il est trop pointilleux, trop le petit doigt sur la culture du comportement. Moi, ce que je trouve que c'est intéressant, c'est dilemmes. Parce que toutes ces contradictions apparentes, ça montre pour moi justement l'intérêt, encore une fois, de créer un environnement favorisant et avec des contenus pertinents. Parce que je pense qu'effectivement, si le contenu n'est pas pertinent, mais c'est pas parce qu'on va mettre un contenu pertinent que ça va forcément le faire. Je suis sûr qu'on connaît plein de profs de judo qui sont de très bons techniciens, mais qui ne transmettent pas vraiment, qui ont du mal, par exemple, avec les enfants qui ont du mal. Voilà. Au Japon, il faut regarder sur Internet, ça doit exister.
c'est sur YouTube, il y a l'expérience de Mukai au Kodokan qui est intéressante. Et lui, il a vraiment créé un environnement. Quand on en discute avec lui, non seulement ça reprend tout ce qui a été dit dans le débat, mais en plus ça, il dit, moi, un de mes objectifs, c'était que les enfants restent au judo et aiment la discipline, fassent du judo par goût, par plaisir, etc. Alors qu'on sait qu'au Japon, on a souvent un témoignage inverse. On voit effectivement des enfants qui semblent très tôt des virtuoses de la discipline. Et on apprend quelques années plus tard qu'ils sont arrêtés ou en fait ils font ça, mais parce qu'ils sont contraints, mais qu'ils n'aiment pas le jeu. Pour nous, c'était une question. C'est la vraie question, pourquoi est-ce qu'on enseigne le judo? Donc, quelle est la finalité de notre enseignement? Est-ce que c'est de faire des compétiteurs? Est-ce que c'est de retrouver les enfants qu'on a eu jeunes, de les retrouver à 40 ans sur le tapis du judo ou 50 ans sur le tapis du judo? Est-ce que c'est faire les deux? Est-ce que l'un ne peut pas aller sans l'autre? Comment on règle encore une fois les curseurs du judo? Non pas loisir, parce que moi le judo loisir, je ne vois pas ce que ça peut être. On peut faire du judo orienté compétition, on peut faire du judo orienter une pratique sérieuse, sans se prendre trop au sérieux, sérieuse quand même. Judo loisir, je vois pas bien. Peut-être que je vois mal, mais je vois pas bien. C'est ça la vraie finalité qui va tout. C'est ça qui va définir toute notre attitude pédagogique féminine. Dans quel esprit, dans quel but plutôt, on veut avoir des enfants, qu'est-ce qu'on veut en faire de ces enfants, qu'est-ce que vont faire ces enfants. Non pas qu'est-ce qu'on veut en faire, c'est mal dit, mais qu'est-ce que vont faire ces enfants. Quand j'étais petit, je ne savais pas. Oui, mais jamais la vie c'est cela. Comme un bateau qui ne sait trop si sur le quai il y a un petit oiseau et un enfant tout innocent. Et tous ces gens savent pas comment. Moi, je veux qu'ils restent au judo, qu'ils fassent toute leur vie et qu'ils soient des bons judokas. Après, c'est ça que j'ai comme objectif. Mais j'ai déjà raconté aussi le fait qu'en pensant que les jeunes, ils apprenaient rien et que à partir en 6e, ils passent au cours ado. Et j'ai déjà fait l'expérience d'avoir des débutants qui étaient en 6e qui commencent le judo. Et mes gamins que je pense qu'ils ne savaient rien, mais par rapport des débutants, c'est un truc énorme. Et c'est surtout, ils ont l'habitude d'un environnement. C'est surtout ça qu'ils ont par rapport des débutants qui a le même âge, qui n'a jamais fait ça. Lui, il est perdu, tandis que le gamin qui a fait du judo depuis l'âge de 4-5 ans, bon, techniquement, il n'est pas bon. Bon, il s'est chuté et puis il connaît la règle de l'endroit et ça finalement c'est énorme. Et l'envie que l'on a de venir passer un moment. Si moi je suis toujours sur le tapis, c'est que j'y trouve toujours du plaisir. Alors le nombre de champions qui ne sont plus sur le tapis sont légion. Donc ça doit être, c'est un club, c'est une notion qu'on a perdue depuis quelque temps, parce que maintenant on est tous dans des trucs loués par les mairies, par les choses comme ça. Mais oui, mais l'immobilier nous a chassés. Pas ici, c'est un des rares. Mais l'immobilier nous a chassés, ce qui fait qu'il y a une maison. C'est une maison avec une âme, avec des photos. C'est un club au sens propre du terme, comme au sens anglais du terme. Le judo, il y a un chemin ou un contenu pédagogique qui a été pensé. On ne devrait rien faire d'inutile. Tous les exercices devraient avoir un sens. Même si à un moment donné, ça peut être un sens juste pédagogique, par exemple, je sais pas, un moment de divertissement pour en fait mieux capter les élèves après. Mais ça me paraît vraiment quelque chose d'essentiel et c'est pour ça que ce genre de réunion a une grande importance à mon sens. C'est-à-dire que, en
En fait, comme disait Jane, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas assez de temps, et particulièrement en France où les enfants font du judo souvent 2 fois par semaine, à ces âges-là. Ça, c'est aussi une grande différence avec ce qu'on peut observer au Japon, où très tôt, quand ils commencent, ils font du judo tout le temps. Et le volume de pratique, de répétition, etc., c'est évident, c'est clé. Donc, en réfléchissant à des contenus d'enseignement adaptés aux différentes tranches d'âge en fonction des difficultés des élèves, etc., on arrive quand même à faire en sorte que les gens travaillent, progressent en fonction des bonnes questions, en fonction des bonnes situations. Ça, c'est le rôle du prof. Et je prends un exemple concret. J'ai une petite fille là qui a énormément de mal à chuter. Donc, elle est déjà âgée, elle a 10 ans, même plus, mais elle chute mal. Bon. Mais là, sa problématique elle est psychologique. C'est-à-dire qu'elle ne supporte pas de mal faire. Et ça la stresse énormément. Et il est évident que cette gamine, elle a également ce même stress dans son environnement de l'école. Ça doit être une gamine qui doit avoir une pression telle qu'elle ne peut pas. L'échec, c'est impossible, c'est super mal vécu. Donc le judo, là, fondamentalement, si j'arrive à lui faire comprendre que ça n'est pas grave, qu'elle chute aujourd'hui pas correctement, mais que demain, si elle se relâche, si elle a conscience, si elle comprend que ma vision sur elle n'est pas négative simplement parce qu'elle n'arrive pas à rouler correctement, bah, ça c'est fondamental. C'est ça qui va lui permettre de progresser en tant qu'individu et qui fera que derrière peut-être elle restera plus longtemps, parce que si elle s'aperçoit encore dans 2 ans qu'elle ne sait pas faire, et si ça la met dans un tel état de stress dans 2 ans de mal faire une chute, bah, elle va partir. Donc cet objectif d'éducation pédagogique, de la personnalité de l'enfant, ça me paraît en filigrane dans tout ce qu'on dit, mais c'est bien, je pense, de l'avoir vraiment tout le temps présent à la université. Et là, le judo, ça demande de la durée. Et le gosse, aujourd'hui, n'est pas tellement prêt à comprendre, ou à saisir, ou intuitivement même, cette notion de progrès et de durée. Et ce que tu racontes sur la gosse, tu dis qu'il faut déjà 2-3 ans, on va y arriver. Et dans 2-3 ans, elle sera peut-être classée. Parce que la génération des enfants n'est plus la même que la nôtre, et puis qu'aujourd'hui, on papillonne, on touche, on bat. Il faut qu'on trouve des systèmes où ils s'amusent. Et qu'on les travailler, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire. Mais, comme disait Philippe, je pense que ces mises en place avec du matériel, avec sous forme de jeu, tout ça, c'est important. Il ne faut pas que le gamin s'ennuie. Quand tu leur donnes, la seule chose, tu donnes un ballon, tout le monde s'amuse. Je ne dis pas dans un profulo, mais n'importe quoi. Tout de suite, ça joue. Tout de suite, ça joue. Mais qu'est-ce que ça leur apporte? Tu fais du judo? Non, ils ne s'amusent pas. Je vais à l'opposé de ça. C'est-à-dire que je pense que l'idée de se dire qu'il faut amuser l'enfant pour qu'on puisse le garder, à mon avis, c'est un puissant fond et c'est une impasse. Je prends un exemple, c'est chiant d'apprendre à lire, mais après, ça ouvre des espaces extraordinaires. C'est pas marrant d'apprendre à lire. Quand tu dis aux filles à Cusco Yélico, tu dis on va jouer, l'activité en elle-même, elle doit être adaptée à Faire chuter le copain, c'est pas elle doit être adaptée à l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ne veulent pas aller à la compétition. Il y a un premier point, on pourrait discuter de ça. Non mais compétition, je parle pas, mais quand tu es dans le club, dire venir pour faire l'activité. Je veux dire, tu joues aux échecs. Oui, mais c'est un enfant. Tu vas aux échecs, tu vas jouer aux échecs, tu vas pas faire monter un machin, une activité, regarder la télé, tu viens jouer aux échecs. Si l'activité te plaît pas, tu fais autre chose. C'est la façon dont tu présentes l'activité. Non mais d'accord. Tu es d'accord avec moi que si tu fais 1, 2, 3, 4, pendant la pièce sans arrêt, ils vont se lasser. Ils vont se lasser. Bon, si tu le présentes différemment, sous forme de petits jeux ou autre,
Eh bien, ça va passer. Ils vont prendre du plaisir dans cette partie-là. Après, ils vont prendre du plaisir dans la partie avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais il n'en reste pas moins vrai que si tu veux faire un Morote Solenaillé d'enfer et faire vraiment le mouvement qui te permet de faire chuter un autre, et c'est ça le plaisir que tu prends, c'est de faire chuter l'autre, c'est le but du judo, et ben il va falloir que tu en passes par des répétitions et des répétitions et des répétitions qui seront ennuyeuses à un moment donné, mais tu auras l'objectif que tu te seras fixé et tu auras compris que c'est grâce à ça que tu peux faire ton mouvement de manière parfaite, ben fait que ça sera plus ennuyeux. Et il ne faut pas mentir, me semble-t-il, il ne faut pas mentir. Tu peux pas dire... Enfin, on joue pas, mais qu'est-ce que tu vas te les gars là? Non, Marcel, tu prends ça trop sérieux là. Non, pas du tout, on s'amuse, allez. Il faut que tu penses comme un adulte, ce que tu fais là, mais aussi que tu te mettes à la place des enfants. C'est ça la difficulté. C'est que là, tu raisonnes, on est enregistré, on ne veut pas le dire, comme un vieux con. Bon, on coupe. Parce que les enfants, ton discours, ils ne le comprennent pas. Non mais tes enfants, les enfants, le discours, ils ne le comprennent pas. Tu as un discours d'adulte. La difficulté, c'est de se mettre dans leur tête à eux. Ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans. La beauté du geste de faire tomber l'autre, c'est un truc d'adulte qui fait de la compétition, qui en a fait, et qui a une finalité que peu d'enfants ont envie de faire. Ce Didier, il est vraiment très bon joueur. Hein. Oui, il a très bon caractère. On voit qu'il prend pas ça au sérieux, ces petits jeux-là. Alors c'est ton tour? Ouais. Ils aiment bien faire avec le groupe, ils aiment bien faire en groupe. Ils aiment le tout, mais ils n'ont pas nécessairement dans la tête de trouver le moyen pour faire un pion, etc. D'aller vers l'excellence. C'est un peu... Les jeunes, il fallait qu'on fasse un stage avec les petits, ils avaient de 8 ans jusqu'à 10 ans ou un peu plus. Quoi. Et ce qui a très marché, c'est de créer au départ une vie en groupe. Alors, ils ont fait des groupes à peu près pareils en termes d'âge ou de taille, mais ils se sont arrangés pour qu'ils vivent ensemble. Alors, du moment où ils ont commencé à vivre ensemble, ils ont pu commencer avec le taekwondo. Et là, il amène du matériel, il met en place des activités fondamentales, des habiletés fondamentales propres au cirque. Sauf que ces habiletés fondamentales propres au cirque, elles sont réinvestissables en judo. Et la répétition que tu évoquais tout à l'heure, elle peut se faire de cette façon. C'est-à-dire qu'ils vont répéter, bien sûr, ils vont répéter ces habiletés fondamentales qui vont leur permettre d'avoir un tel équilibre, qui va leur permettre de pouvoir se déplacer, qui va leur permettre même sur l'idée de la jonglerie. Il y a des idées de placer les mains et quelqu'un. Donc la répétition, moi je suis d'accord avec la nuance de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre dans la tête de l'enfant, mais il faut la proposer de plein de façons différentes. Sinon on lasse le public et après très vite l'enfant s'en va. Et je vous assure que ce stage cirque-judo, le matin on fait moitié-moitié, après-midi on ne fait que judo, ça a beaucoup de succès auprès des enfants, et en particulier auprès des adolescents qui sont le public un peu, me semble-t-il, sensible de notre discipline. Une fois que l'adolescence est passée, qu'ils sont adultes, s'ils continuent le judo, c'est gagné. Et entre 12 et 14 ans, là, c'est le moment où ils en ont ras-le-bol. Et moi, j'ai pas trouvé beaucoup de solutions pour être au forum. En fait, ça étonne C'est beaucoup. pas de judo, là. Bah, bien sûr que si. Et ça étonne beaucoup. À la fin de l'année, ils savent faire une chute arrière. Ils savent faire à 4, des 5 ans, ils ont déjà l'apprentissage de la chute avant, parce que j'utilise beaucoup la calipette avant, calipette arrière, motricité. À la fin, je vois la différence entre les 5 ans et les 6 ans, mais ils avancent la jambe, après, sur les 2 épaules, c'est pas forcément, ils savent faire. À 6 ans, ils savent faire leur ceinture de judo. Il y en a qui m'ont dit, mais comment tu fais? C'est la galère pendant le cours. Je dis, mais j'ai jamais compris pourquoi c'est une galère de mettre ceinture.
Alors, il y en a qui volent les ceintures à scratch, tout ça. Je dis, mais attends, c'est du judo quand même. On prend le temps, petit à petit, on défait ceinture, ils savent plier leur ceinture en deux, ils font là. Après, c'est la difficulté de croiser dans le dos, ils ont du mal, et après leur dos. Mais à 6 ans, quand ils passent, si tu veux, quoi, après, ils savent faire une ceinture de judo. On fait du travail névoisin. Ils travaillent sur Yoko, sur Ngeza, Kami, mais on n'a pas besoin. Mais on fait tout ça de manière ludique, et à la fin de l'année, ils savent faire. Et avant, je faisais même pas de travail debout. Je me suis mis cette année, j'ai dit, hop, on va essayer d'avancer sur des sujets poussés. Sur les 4-6 ans, ils ne faisaient pas de travail debout. Et là, cette année, j'ai un peu fait évoluer, on a fait un petit peu de travail, et tu vois, on a abordé la semaine dernière, donc j'avais fait travailler sur des tapis, hop, je leur faisais sortir, tirer, pousser, et la notion de la force en tapis, et j'ai abordé la semaine dernière, se mettre demi-tour et faire chuter. Tu vois, tout doucement, on l'a abordé là en fin d'année. Ça vous est pas